Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je vous rappelle tout d'abord que si vous achetez ce soir à la pause votre billet pour la prochaine conférence de Daniel Kemp, vous pouvez bénéficier gratuitement de l'enregistrement de cette première partie sur cassette. Que la prochaine conférence de Daniel aura lieu vendredi prochain à 20 h et aura pour titre « Être capable de dire non ». Le mini-séminaire sur l'organisation du succès donné par Daniel Kemp est complet pour mercredi prochain. Il y a encore quelques places pour la semaine prochaine. Ce mini-séminaire est gratuit. Pour les personnes intéressées, il débute à 17h30. Les personnes qui veulent y participer doivent réserver à l'avance et pour cela, il faut voir Mario Gosselin. C'est votre dernière chance ce soir pour vous inscrire au séminaire de fin de semaine sur l'organisation du succès donné demain et dimanche par Daniel Kemp. Alors, on sait qu'il va pleuvoir cette fin de semaine, profitez-en. Ce soir, je suis heureux de voir que vous n'avez pas été au fameux feu d'artifice de la ronde. Il va y avoir un feu d'artifice ici, question de sexualité. Il y a bien de l'artifice et du feu là-dedans. Et on accueille ce soir non pas un sexologue, mais un spécialiste de toutes les questions qui concernent l'ontologie, c'est-à-dire la science de l'être, en la personne de M. Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Pour tenter de faire passer ce sujet de ce soir, la sexualité, au-dessus de la ceinture, je me suis amené à un crayon spécial pour des questions J'ai vu beaucoup de personnes qui se tirent branchées. sur la tête, alors au-dessus de la ceinture. Oui. Alors, c'est ça, mon frère. C'est mon antenne supramentale. Eh bien, Alors, il semble que on ait besoin de stimulants continuellement dans notre vie, peut-être parce que nos vies sont pas suffisamment remplies. On a besoin pour les remplir de stimulants tels que le café, tels que la cigarette, tels que le LSD ou la sexualité. Alors la sexualité, c'est une part très importante de ces stimulants dans notre vie. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, bien que je sois complètement dégagé des questions sexuelles. Fut un temps où je m'intéressais beaucoup à tout ce qui touchait le sexe à pile. Aujourd'hui, le sexe, ça va encore, mais ce sont les piles qui sont à plat. Fait que ça me travaille beaucoup moins avec l'âge. Mais c'est ça, à force de croquer la pomme et de s'apercevoir que toutes les pommes sont truffées de pépins, un jour on finit par avoir une certaine sagesse, un certain recul face à cette question. Alors il va être intéressant ce soir de voir comment Daniel Kemp envisage donc la sexualité de l'homme nouveau. Peut-être pour commencer, ce serait intéressant de savoir comment l'homme ancien l'envisageait. Autrement dit, nous autres. bon, premièrement, la question à savoir si l'être humain est sexué ou non, je crois qu'elle ne se pose pas. Si tu veux remplir une salle de conférence, tu fais une conférence sur la sexualité. Pas. Alors, si un extraterrestre n'est pas convaincu, on peut lui passer le tuyau. La sexualité. On dit dans un certain livre que la femme est née de l'homme, qu'elle a été créée d'une côte de l'homme. On dit dans d'autres livres de même nature que la femme, elle est là pour servir l'homme et que si elle sert l'homme d'une façon parfaite, elle aura des chances de se réincarner en homme et il n'y a que l'homme qui peut arriver à être sauvé. Bon, et ce genre d'hypothèse sur la féminité fonctionne très bien encore aujourd'hui et marche même à Montréal, dans certaines sectes. Alors c'est pourquoi j'ai choisi de naître homme. Bon, il y a l'humain, qui aussi en français peut porter le nom de homme. Il y a l'homme. Et l'homme est divisé en deux polarités, le mâle et la femelle. Là-dessus, je crois que pas un seul sexologue va oser s'objecter. Bon. Et pour le reste. La femme n'a pas été créée d'une côte. L'humain a été, ou l'humain s'est divisé en deux à un moment donné au cours de son évolution, de façon à pouvoir agir différemment.
Pourquoi pensez-vous que les enfants ne sont pas sexués? Ils ont des caractères sexuels physiques, mais qui ne sont pas fonctionnels. Donc, ils n'ont pas psychologiquement ou ils n'ont pas au niveau hormonal de sexualité. Pourquoi? Pourquoi, vers l'adolescence, la sexualité commence-t-elle à naître, faisant apparaître aussi les signes secondaires de la sexualité et donnant les caractères psychologiques sexuels du mâle et de la femelle? Pourquoi, à partir de l'adolescence, la jeune fille peut-elle devenir mère? Pourquoi le jeune garçon peut-il devenir père? Pourquoi y a-t-il un laps de temps où les êtres humains ne peuvent pas reproduire? C'est une question qui échappe souvent aux sexologues, la présexualité. Il doit y avoir une raison qui interdit au corps physique de l'humain de pouvoir procréer avant un certain âge. Alors, certains peuvent dire c'est parce qu'ils n'ont pas psychologiquement la maturité nécessaire pour éduquer des enfants. Alors, évidemment, moi, je peux lui dire que je connais des parents de 20, 30 et 40 ans qui n'ont pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir élever des enfants. Alors, je ne crois pas que ce soit un critère de psychologie, un critère de maturité psychologique, un critère de maturité mentale. Il y a d'autres choses. L'énergie sexuelle, on s'en sert, c'est-à-dire qu'on s'en est servi et on s'en sert encore aujourd'hui, beaucoup dans certaines formes, dans certaines techniques d'évolution. Alors, on pense que l'énergie sexuelle est une énergie permettant à l'être humain d'arriver à un contact avec un Dieu, d'arriver à un état d'esprit, le samadhi, d'arriver à une illumination. Alors, on s'est servi pendant longtemps du caractère sexuel de l'humain pour tendre à amener son caractère évolutif. D'une certaine part, on a eu le tantrisme qui, par l'exploration de l'énergie sexuelle, devait amener la libération de la Kundalini, une énergie vitale sacrée, c'est-à-dire placée dans le bas de la colonne vertébrale et qui devait monter, ouvrant d'autres carrefours d'énergie, d'autres chakras, au fur et à mesure de son ascension vers le cerveau, libérant l'humain de toutes les contraintes de l'évolution planétaire. Par contre, on a eu un autre phénomène au niveau de la sexualité où, au lieu de se servir de l'énergie sexuelle en l'exprimant, donc par le sexe, par parce que l'être humain appelle l'amour, par la copulation, par la reproduction, par le tantrisme, on a essayé de conserver cette énergie chez soi. La chasteté. Alors, la chasteté devait donc permettre, par l'accumulation d'énergie sexuelle chez un être humain, le contact avec une énergie supérieure, le contact avec un Dieu, le contact avec l'illumination, le contact avec quelque chose. D'une part, on a donc celui qui est chaste, d'une part, on a celui qui n'est pas chaste. Alors, on se demande souvent laquelle des deux techniques devrait fonctionner. Et pourquoi l'homme... C'est drôle comment c'est effarant de voir qu'aujourd'hui, on n'a plus de prophètes. De vrais prophètes qu'on honore et qu'on respecte, on n'a plus de personnes qui apparemment ont le savoir. Alors, dans l'Antiquité, quelque chose est arrivé et a fait comprendre à une race, à une partie de l'humanité, que la chasteté était bénéfique. Mais aujourd'hui, on n'a plus de choses comme ça qui fonctionnent. Une autre moitié de l'humanité s'est fait dire que le tantrisme était bénéfique. On a eu Moïse, on a eu Abraham, on a eu des personnes qui ont écrit et on vénère encore leurs écrits. Dieu les aurait contactés. Comment ça se fait que depuis déjà presque 2000 ans, on n'a plus personne qui est contacté? On n'a plus apparemment personne qui sait quoi faire avec la sexualité, qui sait quoi faire avec les lois, qui sait quelles lois écologiques ramener à l'humain, qui sait parler de Dieu, qui sait parler des mystères, qui sait démystifier. C'est intéressant à prendre conscience du fait qu'effectivement, depuis 2000 ans, on a quelques personnages qui apparaissent à un moment donné, mais il faut croire que parce que le public ne les vénère pas assez, ils disparaissent aussi rapidement qu'ils sont nés. La sexualité, c'est de l'énergie vitale. Bon, ça c'est un terme. C'est un terme qu'on peut employer parce que il évite les érections masculines et ces choses-là. Si on parle d'énergie vitale, c'est moins sexuel. Mais c'est la même chose. L'énergie vitale, l'énergie de la vie. Alors, cette énergie de la vie, le mâle la possède, la femelle la possède, et unis ensemble, ils ont un potentiel suffisant d'énergie de la vie, l'énergie vitale, pour pouvoir engendrer un enfant quand c'est pas 2, 3 ou 12. Parce qu'il y en a qui sont pas chanceux, ils ont des 12 enfants en même temps.
des pays sous-développés souvent. Alors, cette énergie vitale, quel rôle elle a chez l'humain? Est-ce qu'elle a seulement un rôle de reproduction ou est-ce qu'elle a aussi un rôle d'évolution? Si elle n'a qu'un rôle de reproduction, disons qu'elle peut avoir aussi un rôle de distraction. Bon. Hein, ça passe le temps. D'ailleurs, c'est prouvé que dans les pays où on a la télévision, il y a moins d'enfants. Et les pays où on n'a pas de télévision, ben, il y a énormément de surpopulation infantile parce que les adultes s'ennuient le soir, alors ils font l'amour. Et ça, c'est pas une farce, c'est un fait. Pourquoi cette énergie vitale est-elle importante? J'expliquais hier à la radio, et j'ai déjà expliqué aussi en conférence, que la femme, elle avait une polarité physique réceptive. Et le mâle avait une polarité physique positive, donneur. Alors, si on regarde l'anatomie d'un homme, l'anatomie d'une femelle, eh bien, effectivement, on se rend compte que l'homme a une anatomie donneur et que la femelle a une anatomie réceptive. Le morceau du casse-tête là, qui est plus long, là, c'est l'homme qui l'a, puis le morceau du casse-tête qui est plus court, ben, c'est la femme. Alors, c'est donneur, récepteur, et ça s'imbrique bien. Bon. Alors, jusque-là, ça va. Vitalement, au niveau de l'énergie de la vie, qui est aussi connue par les acupuncteurs, yin-yang et hominal, une autre énergie, une autre expression de l'énergie de la vie qui va être découverte d'ici très peu. Vitalement, la femme, elle est donneuse. Et physiquement, elle est réceptive. Et vitalement, le mâle, il est récepteur. Et physiquement, il est donneur. Alors, cela veut dire que la femme donnant la vie va être le véhicule biologique qui va posséder une matrice pour pouvoir engendrer un fœtus, par la suite un bébé. Elle va donner la vie. Elle pourra engendrer la vie chez elle. Elle a suffisamment de potentiel vital pour pouvoir nourrir une autre vie chez elle, dans son corps. Et c'est pourquoi aussi la femme a une longévité plus grande que celle de l'homme, parce qu'elle a plus de potentiel d'énergie vitale. Et le mâle meurt plus rapidement. Elle a aussi beaucoup plus de résistance. Il n'y a qu'à voir ma belle-mère. Résistance pathologique, oui, ça c'est sûr, oui. Mais résistance au niveau des maladies, résistance pathologique, résistance nerveuse, etc., etc., etc. La femme, elle n'a pas besoin d'autant de musculature que l'homme pour arriver à dégager presque autant de force que l'homme. C'est intéressant de voir comment justement une belle-mère ou une grand-mère ramasse un enfant pour le brasser. Il y a de la poigne dans la main, même si c'est toute feluette. Tandis que le grand-père, si c'est aussi feluette, ne sera pas aussi fort. La femme, elle est donneuse, elle est positive en énergie vitale. Tandis qu'au niveau psychologique, qu'au niveau astral, le mâle est donneur. Le mâle, il a de l'orgueil, le mâle. Et ça va avec son corps physique, étant donné que la psychologie s'exprime par le corps physique. Alors le mâle, chez les animaux, c'est le même phénomène, mais parlons plus précisément de l'humain, le mâle, il a besoin de se battre. Le mâle, il a besoin d'avoir une pilosité. Le mâle, il a besoin d'être fort, d'être musclé, de sentir. Tandis que psychologiquement, la femme, elle est réceptive. Elle ne peut pas être aussi orgueilleuse que l'homme. Elle a besoin, par contre, de stimulation de son affectivité, de stimulation de sa psychologie pour pouvoir nourrir cette psychologie. Alors, le mâle, lui, il est sécure, il est puissant, tandis que la femme, elle aime avoir un homme qui est au moins aussi grand qu'elle, parce qu'une femme qui a un petit homme, aujourd'hui, ça commence, mais dans l'Antiquité, c'était pas tellement puissant. Ça avait l'air fou. Aujourd'hui, ça n'a plus l'air fou, mais dans l'Antiquité, ça avait l'air fou, parce que la normalité faisait que la femme était plus petite que l'homme, et souvent, l'homme devait être un peu plus âgé que la femme aussi. Alors la femme, elle a donc besoin de la sécurité que le mâle va lui apporter, et la femme, elle a besoin de tout ce cadre d'esthétique sécuritaire psychologique pour pouvoir se sentir pleine, en plénitude. Et au niveau mental, le mâle, il est récepteur et la femme, elle est donneuse. Donc au niveau mental, la femme, elle va regarder une maison et elle va dire, il me faudrait une fenêtre là. Et j'aimerais avoir quelque chose de plus beau ici. Et ôte tes bottes en rentrant. Et pourquoi? Et le mâle, lui, rentre, il est récepteur mentalement. Il n'y a pas de fenêtre, puis après. Puis les bottes, ben oui, mais ça va sécher. Puis lui, il est bien là-dedans, il n'y a pas de problème. Il mange des œufs tous les jours, pas de problème. Ça va bien, il se lave pas trop souvent, pas de problème. Il met les mêmes vieilles culottes, il met les mêmes vieilles chemises déchirées, pas de problème. Tandis que la femme ne peut pas. La femme, elle a besoin, elle, d'une esthétique. Parce que, imaginez-vous bien que l'esthétique a été développée par la femme. Les teintures pour les cheveux, ça a été pour les femmes en premier. Tout le mascara, toute l'esthétique du vêtement, tous les mécanismes de décoration personnelle ont été amenés par un homme, mais pour la femme. C'est la femme qui en avait besoin parce qu'elle aime se regarder et se trouver belle. Tandis que le mâle aime se regarder et se trouver supérieur au puissant. S'il se trouve beau, c'est qu'il se trouve supérieur aux femmes, c'est-à-dire qu'il a le sexe à pile, justement. Mais c'est pas le même phénomène. La femme, elle peut s'habiller jolie pour plaire à un homme, mais elle peut s'habiller jolie pour elle.
Ce qui n'est pas la même chose pour l'homme. Il y a des changements qui se produisent. On va arriver à la sexualité de l'homme nouveau, donc où il y aura des femmes qui ressembleront un peu aux hommes tout en restant féminines, et où il y aura des mâles qui ressembleront aux femelles tout en restant mâles. Alors, cette énergie fait que la femme ordonne et le mâle, lui, est récepteur. Il peut mettre en pratique ce que la femme a trouvé. Alors, l'homme va inventer, l'homme va créer, l'homme va construire, assujetti par la femme, et il va par contre assujettir la femme à d'autres mécanismes où le mâle aura besoin d'être le maître dans la famille. Ça, c'est les polarités. Pourquoi il y a des polarités? Pourquoi y a-t-il... J'ai déjà lu dans un livre zen que l'humain était à la hauteur d'un ver de terre. C'est pas vrai, le ver de terre, il est hermaphrodite. Il n'est pas sexuel. Il se reproduit de lui-même. Alors, l'humain n'est même pas capable, n'est-ce pas? L'humain a besoin de copulence. Est-ce qu'il y a eu un jour où l'humain, non pas l'homme, non pas la femme, où l'humain n'était pas sexué, c'est-à-dire qu'il était hermaphrodite, donc bisexué, c'est-à-dire qu'il avait la possibilité de se reproduire de lui-même seul? Alors, c'est sûr que si on se fie à l'anthropologie qui essaie d'expliquer le fait de l'humain sur la planète Terre, on n'aura pas de trouvailles de cet ordre. Par contre, dans l'anthropologie, il n'y a pas un chaînon manquant, il y a plusieurs chaînons manquants. Et lorsqu'un singe est venu dire que l'homme descendait du singe, parce que ce n'est réellement pas attribuable à l'homme, parce que l'homme ne descend pas du singe. Ça, c'est une théorie de singe, c'est pas une théorie humaine. C'est l'orgueil des singes. Il manque des choses et on essaie de replacer les choses selon un casse-tête apparemment logique. Alors, je pars d'un concept. Disons que c'est un concept. L'homme, l'humain, il se reproduit comme la cellule. Il n'a pas la forme que vous avez là. Parce que les cellules se reproduisent elles-mêmes, elles se divisent en deux. Ça fait deux petites cellules qui grossissent et qui se multiplient et presque éternellement. Alors, l'humain a vécu sur une terre qui porte le nom de Lémurie et qui maintenant a été presque reconnue par la science, étant donné que pour prouver dans le Pacifique que la Lémurie n'avait jamais existé, on a trouvé dans le fond de l'océan des petits osselets d'une sorte de singe, mais qui n'est pas un singe et que maintenant l'anthropologie croit être le descendant de l'humain. Et ce singe porte le nom de lémur en l'honneur de cette Lémurie. Dans le fond du Pacifique, on a trouvé des ossements de singes et à ce que l'on sache, les singes ne sont pas des êtres qui vivent dans l'océan Pacifique. Ils vivent normalement dessus la Terre. À un moment donné de l'évolution de l'humain, et c'est là que la genèse de la Bible commence, l'humanité a été obligée de se scinder en deux polarités pour la simple raison que l'énergie vitale, qui permettait, donc 100% de quota d'énergie vitale, cette énergie sexuelle, qui permettait à l'être humain de pouvoir se multiplier de par lui-même, l'hippocampe est hermaphrodite. Il y en a différents animaux encore sur la planète Terre qui sont pluricellulaires, qui ont donc des milliers de cellules et qui se reproduisent d'eux-mêmes. Ils ont les deux sexualités. On a aussi ça chez les végétaux. On a des arbres ou des fleurs qui vont être hermaphrodites, donc qui ont les deux sexes. Et on a par contre, comme les pommiers, comme d'autres arbres, d'autres fleurs qui ont besoin de sexe. Ouais. Bon. Mais c'est les insectes qui font les incestes. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné de l'évolution de l'humain, de l'homme, de l'humain, il y avait 100% d'énergie sexuelle chez lui, ce qui lui permettait de pouvoir avoir, pondait des œufs d'ailleurs, pouvoir avoir des petits sans relation sexuelle. Mais à un moment donné de son évolution, il a fallu absolument qu'un cerveau très structuré, non pas un archéocérébellum, un vieux cerveau, non pas seulement le cervelet, mais qu'un cerveau très structuré, un cerveau qui est capable de se servir de la mémoire en la structurant, un cerveau pensant, puisse naître. Et il a fallu aussi qu'un autre centre chez l'humain, le centre laryngé, le centre qui va par la suite permettre l'évolution de la parole, le verbe, puisse apparaître chez l'humain. Mais pour cela, ça demandait de la création, ça demandait donc de l'énergie de la vie, ça demandait de l'énergie créative, l'énergie vitale, d'une façon beaucoup plus dense pour permettre l'évolution de ce cerveau et de ce centre laryngé qui permet la parole. Ce qui différencie l'humain des animaux. Les animaux ne parlent pas. Certains peuvent répéter, mais n'ont pas de vocabulaire, n'ont pas de parole. Ils ont certains sons pour communiquer entre eux, mais ils n'ont pas la parole. Ce qu'il faut donc saisir, c'est que ce 100% d'énergie
a dû être divisé en deux et 50% de cette énergie vitale, maintenant chez l'humain, servait à la création, à la construction de ce cerveau neuronique structuré, donc du cortex cérébral entre autres, d'une partie de l'hippocampe et d'une partie de d'autres parties du cerveau, et de ce centre laryngé qui va permettre la parole, l'expression de la pensée générée dans ce cerveau. Donc, il fallait pour que le cerveau, parce que la pensée, elle est régie par la parole, plus on parle, plus on arrive à structurer notre pensée. Alors, il fallait donc que les deux naissent en même temps. 50% de l'énergie vitale de l'homme, donc de l'humain, a été placée pour créer ce cerveau et ce centre laryngé, ce qui fait que l'humain a automatiquement été coupé de 50% de son énergie de reproduction. Alors, il devait se mettre deux pour avoir un quota 100% pour pouvoir engendrer un enfant. Ça a été la sexualisation de l'humain, créant l'homme et la femme. Lequel est supérieur? Aucun. Lequel est inférieur? Aucun. Lequel est différent? Les deux. Peuvent pas être égales, peuvent être complémentaires, peuvent pas être égales. Ils ont les mêmes probabilités d'expression au niveau mental, au niveau du travail, mais pas au niveau de l'expression biologique et de l'expression des énergies des plans inférieurs, donc du plan vital et du plan psychologique pour l'instant. Mais ils ont la même potentialité d'efficacité. La femme n'est pas moins efficace que l'homme n'est pas plus efficace que la femme, c'est faux, c'est pareil. Évidemment, ça dépend de l'éducation, ça dépend du vouloir de chacun, ça dépend de la conscience que chaque personne a d'elle-même. On a des humains, on a des hommes, des mâles qui se croient inférieurs et médiocres, et on a des femelles qui se croient inférieures et médiocres. Ça regarde l'éducation. Lorsque la femme et l'homme sont nés, donc lorsqu'ils sont apparus, ils se sont reproduits en pondant des œufs. Ils pondent encore des œufs d'ailleurs. D'ailleurs, les médecins le savent très bien parce qu'après le bébé vient la suite, n'est-ce pas? L'œuf. Le placenta. C'était donc des ovipares. Ils pondaient des œufs. Ils les couvaient aussi. Bon. Et après avoir couvé des œufs, ils couvaient des pensées. C'est pas, quand ils ne couvrent plus des œufs, ils couvrent des pensées, ils couvrent des mauvaises pensées. Lorsque l'humain a poursuivi son évolution, l'œuf, l'humain, donc la femelle, elle est devenue ovovivipare, c'est-à-dire qu'elle pondait un œuf et instantanément, le bébé sortait. C'était pas un bébé comme nous autres, on n'était plus à quatre pattes que debout. Et lorsque l'humain, la femelle, a continué son évolution, elle a fini par faire sortir le bébé avant de faire sortir l'œuf. Donc l'œuf n'a plus la résistance d'une coquille conventionnelle, c'est le placenta. L'évolution du fœtus dans la matrice humaine ressemble à l'évolution du fœtus dans presque tous les animaux. Parce que le fœtus de l'humain dans la femme refait, pour pouvoir naître, l'évolution complète de la génération humaine sur le plan planétaire. Alors il passe de l'unicellulaire, une cellule, il se divise, il se structure, et ça prend 9 mois de gestation, et par la suite, la programmation neuronique n'est pas faite, et l'apprentissage du langage n'est pas fait chez l'enfant, et d'ailleurs les pédiatres savent très bien aujourd'hui qu'un enfant qui n'a pas appris le langage avant 3 ou 5 ans ne pourra sans doute jamais parler, parce que la structuration neuronique n'aura pas été complétée. De la naissance, ou plus, si vous préférez, de la procréation, donc, lorsque le spermatozoïde, lorsque 50% de l'énergie vitale du mâle rencontre 50% de l'énergie vitale de la femelle, il y aura une évolution qui va être surtout poussée au niveau cérébral et laryngé. Alors, on aura donc un fœtus avec une immense tête. Et il conservera son immense tête longtemps parce que cette tête qui va donc posséder le cerveau, devra être construite là où il y a le plus d'énergie vitale, et c'est pourquoi le bébé naît avec une grosse tête et un petit corps. La tête de l'enfant ne grandit presque pas comparativement à tout le reste du corps. Lorsque l'enfant, une fois venu au monde, vieillit, il ne peut pas être sexuel parce que presque 100% de son énergie est conservée pour la finalisation de la programmation neuronique, pour lui donner un cerveau qui va être aussi évolué que sa lignée génétique, et pour lui permettre de découvrir le langage et lui permettre de raffiner son centre laryngé pour pouvoir parler, communiquer sa pensée. Rendu vers 12 ou 13 ou 14 ou 15 ans ou 11, de façon plus ça va aller, plus l'adolescence va être précoce. Ça va reculer. Et là, rendu à un certain laps de temps où génétiquement, tout l'être humain constitué tel qu'il devrait l'être, il devient sexuel, c'est-à-dire que ce 100% d'énergie, maintenant, est divisé en deux. Alors, à la crise de l'adolescence, l'adolescent perd de l'énergie. Il se trouve plus. Il change biologiquement, ce qui crée chez lui une nouvelle expérience énergétique, et il devient sexué,
Et là, il y a des crises de pensée, il change radicalement, c'est normal parce que le cerveau voit une baisse du potentiel vital et par contre, ce potentiel baissé s'en va au niveau de la faculté reproductive de l'humain et il devient sexué. Alors, c'est pourquoi il n'y a pas de sexualité avant la puberté. Ça, c'est régi par la glande pinéale, mais disons que ça, c'est autre chose. Le mâle a besoin de l'énergie vitale de la femelle pour pouvoir réaugmenter sa qualité astrale, sa qualité psychologique. Le mâle, l'homme, le mâle, il est au niveau psychologique d'honneur, mais cette énergie psychologique, cette énergie de mâle, de puissance, de courez-moi après, je vous en prie, cette énergie, il doit la nourrir. Et pour la nourrir, il doit prendre cette énergie qui va nourrir sa psychologie dans son plan vital, qui est le plan le plus inférieur après la psychologie, et il est récepteur au niveau vital, il n'a pas suffisamment d'énergie vitale, ce qui pousse le mâle, pour se sentir mâle, à devoir avoir des relations sexuelles constantes avec la femelle. Au niveau de l'être ancien, évidemment. Tandis que la femme ancienne, elle a besoin de l'affection du mâle et elle pourra donc créer un échange entre les deux. Et il y a un danger, et la femme d'ailleurs s'est servi longtemps de ce piège pour le mâle, c'est que lorsqu'elle a un enfant, elle est capable maintenant d'aimer l'enfant et d'avoir une relation d'amour avec l'enfant, ce qui fait qu'elle n'a plus besoin du bonhomme. Bon. Alors, il y a beaucoup de mâles, les capitaines, etc., qui font des enfants aux femmes, puis après ça, ils peuvent les laisser là. Quand ils reviennent une fois par année, la femme est contente, il n'y a pas de problème, ils ont des enfants, ils s'occupent. De moins en moins comme ça, mais ça l'a été comme ça longtemps. On parle de l'être ancien. C'est encore comme ça dans certains pays, évidemment, parce que les 3/4 de la planète sont relativement retardés au niveau industriel, au niveau psychologique, au niveau de l'expérience humaine et au niveau de tout ce tralala. Donc, généralement, l'homme, le mâle, il a besoin de son énergie vitale pour pouvoir dynamiser sa psychologie, ce qui oblige le mâle à toujours devoir se sentir puissant chez les femmes. Alors le mâle doit donc décider comment on danse, hein, c'est lui qui mène le jeu. Le mâle doit décider les sorties, le mâle c'est lui qu'on présente lorsqu'on présente monsieur et madame. Et le mâle va donc, en échange de tout ce pouvoir sur la femme, lui donner un faux pouvoir, c'est-à-dire lui donner de l'affection. Alors, à l'époque, n'est-ce pas, on aidait les femmes à sortir d'une auto, on donnait la place assise aux femmes, on leur donnait tout cette esthétique de l'affection, la politesse, sort pas ce soir, mais on est poli. La femme ne pouvait pas s'instruire, il fallait qu'elle s'occupe de la maison, mais on était poli. Et la femme, elle acceptait de labourer pour l'homme dans la maison, donc de faire un labeur du tonnerre dans la maison pour l'homme, de s'occuper des enfants, mais ça, c'était pas trop pire parce qu'elle avait un échange d'amour, d'affection avec les enfants. Alors, c'était pas trop pire. Mais elle acceptait d'être la servante du mâle parce qu'en échange, le mâle lui donnait ce qu'elle recherchait, elle, la politesse, la complaisance, les fleurs, les petits cadeaux de temps en temps, la petite sortie une fois par mois, des choses comme ça, le gros chapeau plein de fleurs. La femme, elle aimait se trouver belle, alors l'homme lui achetait de temps en temps des petites choses comme ça. Il y a eu des campagnes où on échangeait le chapeau, hein, entre mâles, là, puis ça. Je vais vendre ton chapeau, moi, en acheter un autre, ben correct, il allait, il donnait au bonhomme, prenait l'autre, tiens. Puis là, il arrivait à la messe le dimanche, puis crime, il y a un chapeau comme le mien, puis il y a un chapeau. Ça marchait quand il y a beaucoup de monde. Alors, ce qui fait que la sexualité de l'être ancien, elle a toujours été régie par son plan vital, qui a une correspondance hormonale, évidemment. Et le mâle n'a jamais su dominer sa structure d'expression au niveau sexuel, tandis que la femme n'a jamais su dominer son expression au niveau de sa structure psychologique. Pour évoluer. Alors maintenant, je crois qu'on comprend un peu plus pourquoi le tantrisme a été mené sur la planète Terre, pourquoi l'énergie sexuelle pouvait permettre un contact, ou pourquoi la chasteté. Si on dit à l'homme ou à la femme, n'aie pas de relation sexuelle, donc sois chaste et pur, mais sois chaste, ça n'a rien à voir avec la pureté, sois chaste. Pourquoi? Parce que lorsqu'un mâle, pendant 15 ans, 20 ans, est chaste, s'il ne devient pas fou, il risque d'entrer en contact, il risque d'avoir une illumination. Pourquoi? Parce que son énergie sexuelle, son énergie vitale, la conservant totalement,
il va créer chez lui une espèce de réservoir d'énergie vitale et qui, à un moment donné, va être suffisamment plein pour commencer à couler et à relancer la restructuration neuronique, donc à réénergiser le cerveau, ce qui normalement permet à un corps physique en bon état de pouvoir avoir une augmentation au niveau énergétique, donc de pouvoir voir chez lui une mutation neuronique, la recréation ou la naissance d'un cerveau différent du cerveau du reste de l'humanité, ce qui normalement lui permettrait d'entrer en contact avec des sphères supérieures ou avec un Dieu, et cela devrait lui permettre d'avoir des illuminations, donc une sagesse instantanée, un savoir non expérimenté qui ne vient pas de l'expérience de l'humain, mais qui lui permettrait de comprendre ce qui se passe comme expérience de l'humain. La chasteté créatrice. De notre côté, on a le tantrisme qui est une forme d'évolution qui privilégie surtout le mâle sur la femelle. La femelle n'évolue presque pas au niveau du tantrisme, sinon pas du tout, tandis que le mâle peut évoluer au niveau du tantrisme. La femelle évolue en étant chaste, le mâle évolue en étant chaste. Rassurez-vous, c'est plus tellement nécessaire aujourd'hui. Là, je donnais le principe de pourquoi ça fonctionnait comme ça. Au niveau du tantrisme, lorsque le mâle a une relation sexuelle, il est capable, lorsqu'il a éjaculation, il émet une grande partie de sa propre vie à l'extérieur de lui, ce qui baisse énormément son potentiel d'énergie vitale. C'est pourquoi le mâle est souvent fatigué, veut dormir, il est plus dans le train, tandis que la femme, elle est pépée, souvent, n'est-ce pas? Le mâle, lorsqu'il a donc rejeté une partie de sa vie à l'extérieur, partie de sa vie qu'il devra régénérer, parce que s'il poursuit inlassablement, il va vieillir beaucoup plus rapidement. Lorsqu'il a éjecté donc une partie de sa vie à l'extérieur de lui, son quota d'énergie vitale diminue et comme son potentiel psychologique, son ego s'appuie pour vivre, pour être énergisé sur son plan vital, le plan vital étant diminué en énergie, celui-ci va absorber une grosse partie de l'ego. Alors, lorsqu'il a fait une relation sexuelle, le mâle, il ne pense plus à ses problèmes, il n'y a plus de problèmes, psychologiquement, il est neutre, il descend, il perd en énergie, et c'est là que le tantrisme intervient. Le tantrisme, c'est d'essayer d'arriver à, pour le mâle surtout, d'arriver à une extase sexuelle qui lui permet presque de stimuler l'éjection de sa vie à l'extérieur, mais par rétention d'éjaculation, cette vie qui est maintenant sortie du réservoir et qui ne sort pas de l'homme devrait donc grimper sur le long de la colonne vertébrale, mais vu que cette énergie est sortie du réservoir, il engouffre quand même l'ego. Engouffrant l'ego, donc la psychologie et la mémoire de ce mâle, cet ego baissé libère le mental de l'humain et l'énergie sexuelle qui n'a pas été éjaculée mais qui est maintenant libérée dans le corps de l'homme au niveau vital va grimper sur le long de la colonne vertébrale pour aller rejoindre le cerveau. Cerveau qui n'est plus coloré par la psychologie, par l'émotion, par les peurs, les craintes, les désirs astrales de l'homme, parce que l'ego vient de s'engouffrer dans le manque d'énergie vitale au niveau du réservoir. Le mental se voit énergisé d'une façon extrêmement presque parfaite, ce qui normalement permet à cet être humain d'entrer lui aussi en contact avec les sphères divines ou avec les mystères ou avec une énergie intelligente. Dans la chasteté, ça prend du temps. Dans le tantrisme, ça peut aller rapidement, sauf que ça s'est déjà vu des êtres humains qui sont devenus fous par la pratique du tantrisme. Des mâles. Parce que lorsque le cerveau n'est pas suffisamment prêt à ce contact, qu'il y a un contact, les neurones brûlent. C'est-à-dire qu'il y a trop d'énergie et ça ne fonctionne plus. Lorsque, dans les religions, on dit que lorsque si l'homme regarde Dieu en face, il devient aveugle et il meurt. Dans la Bible, on le dit, dans le Coran, on le dit, dans le Talmud, on le dit, dans la Bhagavad Gita, on le dit, dans d'autres livres, on le dit. C'est ce qu'on veut exprimer. Lorsqu'on dit qu'une vérité n'est pas toujours bonne à savoir, alors à un moment donné, quelqu'un arrive, il brise une forme chez quelqu'un. Et cette personne, elle ne peut plus vivre, elle se recherche, c'est ça. Elle a simplement eu une énergie qu'elle ne pouvait pas assimiler. Alors lorsqu'on rentre en contact avec une conscience qui est instantanée, avec une conscience qui est planétaire, sinon galactique, et que l'être humain est habitué à avoir une conscience très localisée chez lui, bien évidemment, s'il n'est pas prêt à ça, il a des maudits problèmes. Alors, le tantrisme servait donc l'évolution parce qu'il amenait le mécanisme que j'ai expliqué, et la chasteté servait aussi l'évolution de l'humain pour d'autres raisons. Cette énergie vitale, cette sexualité, elle a donc un phénomène, un potentiel évolutif chez l'humain, parce que c'est elle qui permet la structuration neuronique.
Lorsqu'on a un coup sur la tête, faites-vous-en pas, moi j'en ai pas eu. Lorsqu'on a un coup sur la tête suffisamment puissant, qu'on a des neurones qui sont détruites. La médecine pense souvent que les neurones, donc le neurone, la cellule cérébrale, lorsqu'elle meurt, elle ne peut pas se reproduire. Ce neurone peut se reproduire, mais il se reproduit extrêmement lentement parce qu'il a besoin, pour se reproduire, d'extrêmement d'énergie vitale, de beaucoup d'énergie vitale. Tandis que les cellules cicatricielles, les cellules qui normalement cicatrisent les coupures de la peau, n'ont pas besoin d'autant d'énergie vitale. Et au niveau du cerveau, lorsqu'il y a une rupture, donc une mortalité neuronique, suite à une thrombose cérébrale, suite à un accident, suite à des choses comme ça, les neurones essaient de se reproduire, mais elles sont largement devancées par le tissu cicatriciel, ce qui fait que normalement, la personne ne parvient pas à réavoir sa neuronique normale. Quoique le cerveau, même endommagé, peut restructurer une programmation nouvelle pour pouvoir ramener l'apparence expressive de l'intégrité physique de la personne avant son accident, les cellules mortes n'ont pas le privilège de se reproduire parce qu'elles n'en ont pas le temps. Alors, il y aura donc des moyens biologiques, d'ici peu qu'on va mettre au point, qui vont permettre une énergisation favorable des neurones pour permettre justement la prolifération réparatrice des neurones pour pouvoir aller à l'encontre de la vitesse des cellules cicatricielles. Bon, tout ça, c'est un cours très intéressant, n'est-ce pas? Mais qui ne répond pas maintenant à l'attente de ce qu'est la sexualité de l'homme nouveau, de l'humain nouveau, de l'homme nouveau, de la femme et de l'homme nouveau, de l'homme femme, de la femelle, du mâle nouveau. De quelle façon ça va fonctionner? Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'ils ont hâte qu'ils comprennent l'idée des deux polarités de M. Dorelette, enfin que lui a amené en premier, ce n'est pas les deux polarités de M. Dorelette, c'est les deux polarités de l'être humain, mais que lui a amené en premier, au niveau public. Et ils disent comprendre, mais ils ont hâte que le mâle finisse par devenir une personne qui va aimer. Autrement dit, ils n'ont rien compris. Ils ont compris leur partie, mais ils n'ont pas compris la partie du mâle. Et il y a des hommes, évidemment, qui ne peuvent pas comprendre ce mécanisme de la relation sexuelle. La sexualité, ce n'est pas simplement au niveau physique, ce n'est pas simplement au niveau vital, ça se fait aussi au niveau psychologique. La femme le fait au niveau psychologique et physique, et l'homme le fait au niveau vital et physique. Comment cette sexualité, comment ce service sexuel va-t-il être vécu par l'homme nouveau, par la femme nouvelle, et comment est-il déjà en train de transparaître à l'échelle psychologique de l'humain? Premièrement, certaines femmes vont commencer, il n'y a pas deux dimensions, il y a trois dimensions au niveau de l'homme nouveau. Il y a les deux dimensions primaires qui vont être largement colorées et atténuées par la troisième dimension, celle de la conscience intelligente des mécanismes inférieurs, celle de l'amour intelligent. Lorsque la femelle devient intelligente par l'amour ou devient amoureuse par intelligence, et lorsque le mâle devient amoureux par intelligence, ces deux mécanismes, cette troisième dimension de la sexualité, parce qu'il y aura aussi une sexualité au niveau de l'amour intelligent, vont extrêmement atténuer les mécanismes qui ont obligé la femelle à avoir des enfants et à fonctionner par amour pour pouvoir aimer les enfants de façon à le laver le derrière, à leur changer les couches, à leur donner le biberon sinon le sein, à les entendre crier et à les garder en vie. Parce qu'il y a beaucoup plus de mâles qui auraient tiré par la fenêtre les enfants que de femelles. Tandis que si le mâle aurait été aussi psychologique que la femelle, le mâle n'aurait pas voulu de relations sexuelles, il aurait voulu juste du flattage avec la femelle et il n'y aurait pas eu de procréation infantile. Le mâle a donc été régi par une polarité, par une force qui l'obligeait à la relation sexuelle parce que la femelle ne lui tentait pas trop. Tandis que le mâle, lui, n'aimait pas suffisamment, tandis que la femelle aimait, parce que le mâle obligeait la gestation d'un enfant chez la femme, et la femme l'aimait. Parce que si les deux auraient été en amour, il n'y aurait pas eu de relation sexuelle, donc pas d'enfants. Si les deux auraient été sexuels, il aurait fait plein d'enfants, mais les enfants, il n'aurait pas su quoi faire avec. Donc, c'est intelligent que la femme et l'homme fonctionnent comme ils ont fonctionné. Maintenant, il faut comprendre le mécanisme qui différencie les polarités sexuelles de l'homme et de la femme. Dans le mental de l'homme,
dans le mental de la femme, il y a maintenant quelque chose de neuf qui tend à apparaître. Il se trouve que l'évolution rapide de tout ce qui a amené à distraire la psychologie de la femme et de l'homme, donc la technologie, a obligé l'homme et la femme à avoir de moins en moins de relations sexuelles et elle a aussi obligé l'homme et la femme à découvrir des mécanismes pour empêcher la naissance. Lorsqu'on a découvert des mécanismes pour empêcher la procréation chez la femme, on a fait un pas majeur dans l'évolution de la femme. On a fait un pas majeur, non pas en libérant la femme de tout le travail qu'elle a dans l'éducation d'un enfant, non. Mais c'est qu'on a permis à la femme, enfin, de rester chaste, même en ayant des relations sexuelles. Tandis que le mâle ne peut pas être chaste par la relation sexuelle. La femme, oui. Lorsque la femme a une relation sexuelle, elle ne perd pas d'énergie vitale. Mais lorsqu'elle a un fœtus chez elle, pendant 9 mois de temps, elle perd autant d'énergie vitale que l'homme en perd dans 25 000 relations sexuelles presque au cours de sa vie. Alors la femme perd énormément d'énergie vitale lorsqu'elle doit porter un enfant. Alors lorsque la femme elle a pu commencer à avoir accès à des moyens de contraception, elle a cessé de servir l'évolution du mâle. Le mâle évoluait pour la femme aussi, c'est l'évolution de l'humanité, mais elle a pu commencer à se développer, elle, ce qui, à un moment donné, l'a lancée dans cette libération de la femme, qui était impossible avant, parce que la femme n'avait pas suffisamment d'énergie vitale pour lui permettre un développement neuronique, donc cérébral, suffisamment puissant et énergisé pour comprendre son statut d'infériorité évolutif par rapport à l'homme. Lorsque le mâle a été terminé d'entendre brailler, lorsqu'il a inventé la pilule, lorsqu'il a inventé des moyens de contraception avant la pilule, cela a permis au mâle de continuer à s'amuser, mais cela a libéré la femme de l'assujettissement des 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 enfants. Permettant donc à la femme d'avoir premièrement du temps pour elle, mais surtout d'avoir de l'énergie vitale suffisamment chez elle pour pouvoir devenir l'égal mental de l'homme. L'homme nouveau n'a plus besoin de relations sexuelles à tout prix comme l'homme ancien. Et la femme nouvelle n'a plus besoin d'affection à tout prix comme la femme ancienne. La femme nouvelle, elle devient nouvelle sexuellement, c'est-à-dire qu'elle est capable maintenant de se prendre en main. Alors, elle est capable de faire des affaires. Elle est capable de vivre une vie coordonnée. Elle est capable de dire, moi, une relation sexuelle de temps en temps, ça me plaît, mais je ne veux pas me marier, je ne veux pas rester qu'un homme. La femme ne peut pas faire ça avant. La femme devait avoir un homme et des enfants. Parce qu'elle n'avait pas de l'homme, ce qu'elle recherchait, alors elle devait aussi avoir des enfants. Une vie pleine pour une femme, il n'y a pas tellement longtemps, était un mari et des enfants, c'était une famille. Elle en avait besoin. Pour bien paraître, l'homme pouvait aussi avoir le même phénomène, mais pas par attraction psychologique. Au niveau affectif, par attraction psychologique au niveau de l'orgueil. Lorsque la femme a été libérée de cette perte d'énergie vitale de gestation et qu'elle est devenue mentalement l'égale de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est devenue mentalement polarisée presque similairement à l'homme, la femme est maintenant capable d'avoir une idée, de la mettre en application. Elle n'a plus toujours besoin de l'homme, du mâle. Mais le mâle est maintenant capable de créer. Parce que lui aussi, par cette évolution génétique, par cette évolution énergétique on pourrait dire, le mâle en arrive à pouvoir lui aussi penser qu'une maison pourrait être belle, penser à laver l'auto, mais pas parce qu'il adore l'auto au nom de sa femme ou plus que sa femme, parce que c'est propre, ça devient plaisant. Penser à s'habiller lui aussi convenablement pour pouvoir simplement vivre comme ça, comme la femme. Le mâle, de plus en plus, commence à aimer juste à être esthétiquement en harmonie vibratoire avec lui, ce que la femme a toujours eu. Le mâle va de plus en plus perdre l'attrait sexuel et la femelle va de plus en plus perdre l'attrait psychologique affectif et les deux entités vont devenir de plus en plus indépendants, limitatifs l'un de l'autre. Cela veut dire que très prochainement, il y a déjà des couples que je connais qui sont dans cette voie, on aura une femme qui va vivre avec un homme, l'homme ne vivra pas pour le physique de la femme ne vivra pas avec l'homme pour le caractère sécuritaire ou affectif de l'homme. Ils vont vivre ensemble parce qu'ils vont être reliés au niveau mental, c'est-à-dire parce que les deux ensemble, énergétiquement, se plaisent. Cela veut dire que la femme, elle rentre dans la maison et elle s'assoit à côté du bonhomme. Ils disent rien, ils sont bien. Chez l'être ancien,
Et la femme doit se faire embrasser, le bonhomme doit la tripoter un peu, elle aime ça un peu parce qu'elle sent la sécurité, le bonhomme il a tripoté un peu parce qu'il sent que c'est sa possession. Puis là, ça peut aller. Et s'il n'y a pas assez d'affection, la femme crie, s'il n'y a pas assez de sexualité, le bonhomme crie, etc., etc. La femme n'aura pas autant de plaisir dans la sexualité s'il n'y a pas de contact et que l'homme masturbe, disons, la femme pour qu'elle arrive à une extase. La femme n'aimera pas trop ça, mais l'homme se complète très bien, lui, à se faire masturber, arriver, puis après son dort. Parce qu'il y a une différence de polarité, mais de plus en plus, il y aura un ajustement entre le mâle et la femelle, où le mâle va presque redevenir égal chez lui, donc il aura suffisamment d'énergie vitale pour ne plus en rechercher autant au niveau de la femme, et la femme aura suffisamment d'énergie psychologique pour ne plus en rechercher autant. Alors les deux rentrent dans la maison, le bonhomme peut changer les couches du petit, ça ne le dérange plus, il se sent plus inférieur à la femelle parce qu'il il est maintenant comblé vitalement et il n'a plus cet assujettissement de l'orgueil à vouloir faire à tout prix de lui une attraction pour les femmes. Alors, il y aura de plus en plus d'hommes qui vont se promener, qui ne sont pas habillés pour attirer la femelle. Et il y aura de plus en plus de femmes qui ne feront pas le jeu de l'homme pour avoir l'affectivité, l'affection de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'amour mental? Comment un être humain, un homme et une femme peuvent-ils arriver à s'asseoir l'un à côté de l'autre, à rien se dire, à s'aimer et à arriver à une extase qui dépasse l'extase sexuelle traditionnelle, biologique, vitale et hormonale de l'homme ancien? La femme s'assoit sur son balcon, le bonhomme s'assoit à côté, puis il regarde les oiseaux, puis il regarde dehors, puis ils ont du fun. Certains vont dire, si je comprends bien, l'homme nouveau et la femme nouvelle, c'est deux vieux. C'est presque ça. C'est presque ça. Le petit vieux s'assoit, le petit vieille s'assoit, regarde dehors, il se berce. Certains qui ont une évolution particulière jasent de tout, mais d'autres ne jasent de rien. Ils sont bien. Ils s'aiment. Ils rentrent dans la maison, puis ils s'aiment, comme ils ne sont jamais aimés. Alors on leur demande, oui, mais est-ce que vous faites l'amour encore souvent ensemble? Moi, je me mets une pause depuis 20 ans, lui, son autre pause depuis 10 ans. Tu sais, non, on regarde des vues des fois, mais... Pour voir ce qu'on n'a pas fait. Mais non, on rentre, on s'assoit, elle me fait manger, des fois il me rend un petit service, puis non, tout va bien. On s'aime. Mais comment vous pouvez vous aimer? Ton petit vieux de sécurité, certainement pas, il a de la misère à se tenir debout. Puis ta bonne femme, elle t'amène certainement pas du sexe, elle n'en a plus. Puis toi non plus. Les piles sont à plat, puis tout le reste. Alors comment ça se fait que vous pouvez vous aimer rendu à cet âge-là? Savez-vous pourquoi ils peuvent s'aimer? Parce qu'il a eu sa ménopause et parce qu'il a eu son andropause. Voilà pourquoi ils peuvent s'aimer. Parce que maintenant, la reproductibilité étant bloquée dans leur biologie, maintenant, toute leur énergie vitale monte vers leur cerveau, ce qui leur permet une atteinte énergétique mentale qu'ils n'ont jamais pu avoir, ce qui les met maintenant en résonance avec la vie. Alors, les personnes qui sont supposément âgées, parce que l'homme ancien a créé, lui, l'âge d'or, puis l'âge d'airain, puis l'âge d'uranium, puis je ne sais plus quoi, là, au niveau d'évolution des personnes âgées, et là, il appelle ça l'âge d'or, l'âge peut-être le plus plate dans notre société, et il pense qu'une fois qu'une personne a atteint l'âge d'or, c'est fini. L'évolution, là, oublie ça. Meurs, puis tu te réincarneras peut-être si ça marche, ou encore tu iras au paradis si tu as bien fait, ou on ne le sait pas, mais c'est fini. Et c'est faux. C'est faux. L'andropause amène l'homme à un statut évolutif qu'il n'a jamais connu lorsqu'il était reproducteur. Et la ménopause permet à la femme, elle aura d'ailleurs une ménopause avant l'humain, parce qu'elle risque par l'enfantement de perdre plus d'énergie vitale que le mâle, non pas avant l'humain, et le mâle peut avoir une andropause plus loin. Il ne porte pas l'enfant à 9 mois de temps, il a un peu plus d'énergie vitale. Mais quand cette ménopause et cette andropause sont arrivées, ils ont la paix. Évidemment, c'est une espèce d'adolescence à l'envers, rétrograde. Il faudra que la femme s'adapte. Il faudra que le mâle s'adapte. Mais lorsqu'ils sont adaptés, s'ils n'ont pas été éduqués maladivement, pathologiquement, reprogrammés d'une façon tout croche, alors ils pourront s'aimer mentalement. Alors ils pourront jouir de la vie ensemble sans qu'il y ait tout le mécanisme sexuel de l'être ancien.
Alors, sachez que, effectivement, la sexualité mentale se rapproche de ce que vit une personne âgée avec une autre personne âgée. Et normalement, la structure d'éducation fait qu'on pense que lorsqu'on a vécu notre ménopause, notre andropause, on est fini. On ne peut plus se reproduire, on ne peut plus penser bien. À un moment donné, ben là, ça se désagrège à l'intérieur, puis on finit par avoir des problèmes de gestion physique, des problèmes de gestion psychologique, des problèmes de gestion d'affaires. On finit par être radoteux. On finit par, etc., etc. Ça, c'est l'éducation qui amène la personne âgée comme ça. Premièrement, il peut y avoir un manque d'énergie vitale qui va créer les maladies style d'Alzheimer et d'autres phénomènes pathologiques. La majorité des personnes âgées qui finissent par perdre la tête sont des personnes âgées qui ont des problèmes physiques. Et l'énergie vitale qui pourrait ramener une gestion raisonnablement normale de leur cerveau est occupée à essayer de replacer un phénomène hormonal quelque part, à capter plus de fer parce qu'il en manque, à capter plus de calcium pour éviter une ostéoporose. Le corps essaie de se défendre parce que la personne âgée pense qu'elle est finie et dans sa psychologie, lorsqu'elle est finie, elle finit par finir. Lorsque je rencontre une personne âgée et qu'elle me dit « Ah, moi de cœur, je suis jeune », et moi, je lui réponds, c'est drôle parce que moi, physiquement, puis de cœur, je suis jeune, puis mentalement, je suis jeune, puis vitalement, je suis jeune. Là, ben oui, c'est sûr que tu es un jeune. Non. 50 ans, 60 ans, 70 ans, puis 100 ans, c'est pas vieux. Il y a des vieux à 25 ans, puis il y a des vieux qui ont 65 ans. Mais il y a des jeunes, j'ai des bonhommes et des bonnes femmes qui, s'ils n'ont pas psychologiquement accepté le fait qu'ils sont vieux, vieillissent pas. On est tout fou à un moment donné d'entendre parler d'un monsieur Nadeau qui a une méthode particulière de rajeunissement. Oui, non, tout le monde a fait ça longtemps, sauf que tout le monde ne l'a jamais fait en conscience de ce que c'était supposé donner. Puis là, un bonhomme un peu fou, qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de connaissances, donc qui peut avoir accès à un savoir instantané à un moment donné, finit par prendre conscience de certains mouvements normaux. Puis là, il essaye ça, puis là, il se guérit, puis là, ça marche, puis là, il se reprogramme, puis là, il se réénergise, puis là, il rajeunit. Eh oui! Alors, la sexualité, au niveau mental, elle commence chez n'importe quelle personne lorsque la ménopause, l'andropause a été atteint. Alors, l'évolution vers l'homme nouveau, les personnes qui se disent âgées, vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de la structurer. Manquez pas votre coup. Pensez pas que c'est fini, que c'est capote. Puis ceux qui sont jeunes, qui ont des parents, ben parlez-leur-en. La vie, elle recommence, elle renaît après cela, parce que maintenant, ils sont plus limités par toutes les motivités sexuelles qui occupent les 3/4 ou la moitié du temps de chacun des enfants en bas de la ménopause et en bas de l'andropause. Enfin, le vieux il peut s'asseoir, puis il bande plus, puis il n'y a plus de problème, puis là, il a la paix, puis il pense plus rien qu'à ça, puis là, il peut lire, puis là, il fume sa petite pipe, puis là, il découvre la vie, puis enfin, la bonne femme est assise, elle fait des popotes, elle fait de la tarte, ses petits-enfants, elle marche. Mais là, c'est le temps de penser à évoluer. Il n'est pas trop tard, c'est le temps. Mais l'homme nouveau et la femme nouvelle vont faire ça avant. Mais c'est pas avant. Vous savez, 20 ans, 50 ans, 30 ans, 70 ans dans l'échelle cosmique de l'univers, on ne peut pas dire qu'il commence avant. Hein? Dans des millions d'années, tu commences 70 ans avant. Tu ne commences pas avant, mais ben. C'est comme de dire, tu as commencé 1/1000 de seconde avant moi, fait que tu es plus vieux que moi. C'est similaire. Commence pas avant. Et on commence quand c'est le temps. Mais c'est le temps. Lorsque la femme commence à ne plus à être complète au niveau affectif, est-ce qu'elle se dit, là, je suis l'égal de l'homme? Fait que là, m'aller coucher avec un tel, puis... Non, qu'elle le fasse, si ça lui plaît, ça dérange même plus, parce que vous savez que la sexualité, là, on peut plus travailler avec comme on faisait avant pour évoluer. Fait que là, faites ce que vous voulez. Ben, trop, c'est trop, évidemment, là. Mais, c'est pas plus que ça. La femme qui commence à se sentir pleine, à se sentir mature, elle se rapproche de cette sexualité de femme nouvelle. L'homme qui commence à trouver des enfants beaux, l'homme qui commence à ne plus trouver vil le travail normal de la femme. La vaisselle, le lavage du linge, l'époussetages, ces choses-là. L'homme qui commence à être capable de passer 2, 3, 4 semaines, sa femme n'a pas le goût de faire l'amour, fait que lui, il n'y a pas de problème. Il ne pense pas à d'autres, il ne va pas avoir des vues, il ne va pas pas tenter dans la toilette, il est correct. Ça, c'est un critère de transition vers la sexualité de l'homme nouveau. Est-ce qu'il faut se pratiquer à être ça? Ben non, ça se fait normalement. J'en parle pour que ceux qui se sentent coupables de ne pas se sentir coupables parce qu'ils ne font pas des choses culpabilisantes se sentent libres. Pas parce qu'il y en a qui se masturbent, ils se sentent coupables. Il y en a qui se masturbent plus, ben là, ils se demandent s'ils ne sont pas normaux.
Fait que là, ils se sentent coupables de ne pas se masturber et de se sentir coupable. Tu sais, quand tu te sens coupable de faire une connerie, c'est normal, mais quand tu te sens coupable de ne pas en faire, ça crée des problèmes. Alors, ce qui fait, c'est pour ça que j'en parle. Alors, vous ne vous pratiquez pas. Mais à un moment donné, lorsque la femme rencontre son chum, son mari, son ami, son fils de 14, 15, 16 ans, qui n'a pas le goût des filles au niveau sexuel, donc qui n'a pas le goût des bonnes femmes, du physique, mais il est normal parce qu'il est transitif. À un moment donné, il peut avoir le goût, il peut revenir. Il peut avoir le goût, il peut revenir, il y a des rechutes. C'est normal. Puis un jour, vous allez voir un gars, 14, 15 ans, petite fille, 14, 15, 16 ans, assis sur une chaise, à regarder dehors, à ne pas se toucher, puis à se trouver beau, puis à s'aimer. Ils ne sont pas vieux, ils ne sont pas fous. Ce sont des personnes qui ont une relation sexuelle devant vous, mais elle est mentale. Alors, c'est sûr que c'est une relation sexuelle. Il va venir un temps où vous allez pouvoir tenir la main de votre femme, de votre mari, marcher dans la forêt, prendre une petite marche, vibrer. Puis le contact entre les deux fait que c'est de plus en plus beau, que c'est de plus en plus merveilleux, que la vie a l'air à s'ouvrir, vous percevez plus de choses, vous vous asseyez, vous avez le temps devant vous, vous prenez plaisir, vous êtes en jouissance de la vie parce que vous êtes en relation sexuelle, vibratoire, mentale. Et c'est une relation qui, lorsqu'elle devient, faites-vous en part, c'est une relation sexuelle qui arrive à un moment donné à une apothéose supérieure à ce que l'humain a connu au niveau sexuel biologique. Alors ce n'est même pas plate, c'est extraordinaire. Mais il y a une autre chose qui peut peut-être fracasser les concepts chez l'homme et chez la femme ancienne, c'est que cette relation sexuelle-là, elle sera même possible, d'ailleurs la femme l'a fait souvent. Excusez, pardon, mais la femme et l'homme ancien l'ont fait souvent, mais ils ne l'ont jamais su. Parce que s'il l'aurait su, il aurait cessé de le faire et il fallait qu'il le fasse. Cette relation sexuelle mentale se fait aussi avec des enfants. Alors, ce qui fait qu'on joue avec un enfant, on marche avec un enfant, et à un moment donné, on en arrive à cette même contemplation de la vie et l'enfant aussi. Alors, c'est un phénomène qui est extrêmement, mais hautement évolutif et qui devra de plus en plus être compris parce que sinon, l'humain va de plus en plus se culpabiliser pour rien. Regardez, lorsqu'on voit une femme qui regarde des enfants dans un parc, on dit, tu sais, peut-être qu'elle aimerait avoir un enfant. Hein? Lorsqu'on voit un homme qui regarde des enfants dans un parc, on dit, gueule, maudit cochon, je suis sûr que c'est un dangereux. Mais c'est vrai! Lorsqu'on voit un homme approcher d'un enfant ou lorsque un homme change les couches d'un enfant, de quelqu'un d'autre ou quelque chose, on est sûr qu'il check tout. Mais pas la femme. Puis la femme, elle va jouer avec quelqu'un de petit gars, puis c'est normal. Mais si le bonhomme, il joue avec ça, l'instant, c'est plus normal. Le gars, il a des problèmes. Mais de plus en plus, il y aura des hommes nouveaux qui auront ce genre de problème, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aimer les enfants comme une femme. La femme, elle peut même jouer avec le sexe d'un enfant parce qu'elle joue le petit bébé iri, tout ça. Puis c'est pas sexuel, dans le sens biologique, hormonal ou organique du terme. Il y a une relation d'affection. C'est de l'amour, intelligent. C'est sexuel, mais au niveau mental. C'est merveilleux pour l'enfant, c'est merveilleux pour la femme, et ça sera merveilleux pour le mâle. La sexualité de l'homme nouveau, elle se fait au niveau vibratoire mental. Il y aura toujours évidemment la sexualité reproductrice, ou encore passe-temps dans l'homme transitif et la femme transitive. Mais il faut comprendre qu'on ne doit pas se culpabiliser. Il faut accepter de plus en plus, il faut checker encore des fous, mais il faut accepter de plus en plus qu'un mâle prenne un enfant par la main et se promène avec, puis il ne pense pas au sexe. Mais il jouit. Mais pas une jouissance là, organique, là, dehors dans la rue, là, c'est pas ça. Il est bien, il est merveilleusement bien, l'enfant est merveilleusement bien, il y a une union entre les deux, et l'amour, c'est une union. L'amour, c'est pas un phénomène à schnick-à-flac, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Hein? L'amour, c'est pas une affaire qui marche, qui marche plus, qui marche, qui marche plus. L'amour, c'est une union qui est totale. Alors, la sexualité de l'homme nouveau, donc du mâle et de la femme nouvelle, tient compte aussi de la sexualité chez l'enfant nouveau. Ça comprend cette sexualité. Alors, le bonhomme tient la main de l'enfant, la bonne femme tient la main de l'enfant, les trois se promènent, les trois n'ont rien, les trois sont libres, les trois n'ont plus de problème, les trois, à un moment donné, sont vivants, les trois sont en extase de la vie, ils sont fusionnés ensemble par cet amour, donc par cette relation sexuelle, mentale, énergétique. Ils sont impeccablement bien, et puis ils ne se posent pas de questions. Ça, c'est normal.
C'est ça la sexualité de l'homme nouveau. Ça en vient à grands pas. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir hâte d'avoir un orgasme de la glande pinéale. Mais en tout cas, je remercie en votre nom Daniel Kemp pour cette excellente conférence.